And without any further ado, I will hand over to our moderator today. She will introduce herself as well. Delphine Sino Cortin, we are very happy to have you with us. We have a very exciting panel today as well, and I'm sure you'll be more than happy to introduce everyone. Sure. Thank you very much. So welcome to the session on Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire has been pioneer in the development of IPPs. You've heard about CIPREL, which was the first IPP in sub-Saharan Africa back in 1994. We will see today, how the sector is organized. There's an interesting structure in the sector in Côte d'Ivoire, as well as what are the opportunities and possibly some challenges. The discussion will be around, all these topics, but I think we're going to have a very interesting debate on what technology is adapted to Côte d'Ivoire and what financing solutions as well we can have in Côte d'Ivoire to develop these projects. So I'm very honored today to have on the panel very knowledgeable players in the sector in Côte d'Ivoire. I'll start in the order by introducing Luc Ayé. Luc is the managing director of Azito Energy, so one of the very first IPPs as well in sub-Saharan Africa. Marc Alberola. Marc is the chief executive officer of Aeronoff. Aeronoff is the parent company of CIE, the distribution company, as well as CIPREL, so one of the very first IPPs. Unfortunately, we don't have Hippolyte Ibagnici from the regulator today with us, which would have been interesting to just see the point of view and the perspective of the state and the regulator. So that then takes us to Philippe Miguel. Philippe Miguel is Chief Executive Officer for Western and Central Africa at ENGIE. And then we have Alan Sproul, who's Executive Director in Project Finance at Standard Chartered Bank. So maybe the first question, and I'll turn to Marc just to set the settings. Marc, est-ce que vous pouvez, sorry, I forgot to mention, this is a bit of an unusual session. I'll be speaking both in English and in French. Some of the panel members are more comfortable in French, so I'll speak to those who want to speak in French, but you have translation services for those who don't speak French, and otherwise I'll carry on in English. Donc Marc, peut-être pour introduire un peu la scène et l'organisation, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation institutionnelle du secteur en Côte d'Ivoire? Ladies and gentlemen, good morning. My English is very, very poor. I speak French only. Thanks. Le schéma institutionnel de l'organisation du schéma institutionnel du secteur électrique en Côte d'Ivoire, qui fait référence d'ailleurs dans la région par son efficacité, est constitué de différents partenaires, des partenaires privés, mais aussi l'État qui joue un rôle avec deux structures pour gérer l'ensemble du secteur électrique. Donc je vais commencer par le rôle de l'État. L'État, c'est bien évidemment la puissance publique qui définit la stratégie de la nation en matière du développement du secteur électrique, mais aussi de l'accès à l'énergie électrique. Et c'est d'ailleurs l'État qui a la décision sur le tarif. C'est l'État qui fixe le tarif de l'électricité en Côte d'Ivoire. Vous avez une structure qui est aussi importante, qui est l'ANARE, l'Agence nationale de l'énergie, le régulateur de l'énergie, qui a pour principale mission de réguler l'ensemble du secteur et plus particulièrement de veiller à ce que les droits des consommateurs soient bien respectés par rapport à l'ensemble des acteurs du secteur électrique et donc défend les intérêts des consommateurs principalement. Une autre structure de l'État qui a un rôle aussi important dans la planification des infrastructures, du développement des infrastructures, c'est CI Énergie, qui a donc la charge de la planification des infrastructures, du financement, de la recherche de financement pour la réalisation de ces infrastructures, publiques ou privées d'ailleurs, et qui assure également l'ensemble des études pour le développement de ces infrastructures et qui met en œuvre finalement la politique sectorielle de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez des acteurs privés.
Le principal acteur privé, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité, qui existe donc depuis 1990. C'est un acteur donc, qui a aujourd'hui une convention de concession, mais qui est en fait un contrat d'affermage, qui assure donc pour les infrastructures qui appartiennent à l'État aujourd'hui, assure l'exploitation, la maintenance de la production, 600 MW hydroélectrique, 100 MW thermique, qui assure également l'exploitation et la maintenance de plus de 50 000 km de réseaux de transport et de distribution sur l'ensemble du territoire national, qui assure également la gestion des mouvements d'énergie sur l'ensemble du territoire national et des mouvements d'énergie dans la région, puisque la Côte d'Ivoire fournit de l'électricité au Ghana, mais aussi au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, et bientôt d'ailleurs au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée, avec les interconnexions qui sont en cours de réalisation aujourd'hui. Donc la CIE gère ces flux d'énergie à travers un dispatching national et international. La CIE est acteur aussi important dans le système pour la gestion des flux financiers, puisque c'est la CIE qui collecte toutes les ressources du secteur électrique à travers la facturation. Donc elle facture aujourd'hui 2 millions de foyers en Côte d'Ivoire. Ça représente à peu près 600 milliards, donc 1 milliard d'euros, on va dire, par an de collecte. Et c'est elle qui a la charge, par délégation de l'État, de, rémunérer les autres acteurs privés. Les autres acteurs privés sont pour l'essentiel des producteurs de gaz. Donc il y a 3 producteurs de gaz, dont un qui est le plus important, qui s'appelle Foxtrot, qui produit à peu près, il fournit 70% des besoins du secteur électrique. Il y a CNR et puis Petrosi, qui fournit les 30% restants. Ensuite, il y a 3 autres acteurs privés aujourd'hui, c'est des producteurs d'indépendants d'électricité. Il y a Cyprel, mais aussi Azito. Il y a également Agreco, qui est plus un loueur de machines. Et il y a bientôt d'autres producteurs indépendants qui arrivent, là, comme Biocala pour la biomasse notamment, les premiers producteurs étant des producteurs fonctionnant avec du gaz pour l'essentiel. Donc la biomasse va arriver avec Biocala, mais aussi les énergies renouvelables. Donc il y aura des producteurs indépendants d'électricité à base de solaire. Donc voici donc rapidement brossé l'organisation du schéma du secteur électrique en Côte d'Ivoire. L'État régule, soit par des ajustements tarifaires, elle en a fait récemment encore, soit par subvention ou quand c'est nécessaire. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que globalement, sur les 20 dernières années, ce schéma a fait ses preuves, a attiré des investisseurs privés pour développer des IPP, parce qu'un schéma, qui est rassurant en termes de gestion des flux financiers, notamment, et on a constaté pendant toutes ces années que l'État a toujours pris ses responsabilités, même quand c'était difficile, de faire les ajustements tarifaires pour assurer cet équilibre financier en permanence, même s'il y a eu parfois des moments difficiles, mais qui ont toujours été assumés par l'État. Voilà ce que je peux dire dans l'organisation du schéma institutionnel du secteur électrique en Côte d'Ivoire. Merci Marc. Maybe turning to Luc. Luc, you're one of the big IPPs that Marc mentioned. Anything you want to say about this, the financial organization, maybe the lack of sovereign guarantee, which is the case, in Côte d'Ivoire for some investors, it may be a bit scary. Do you want to maybe say a few words about that? Oui, Delphine, pour compléter un peu ce qui a été dit par Marc, je pense que pour revenir à ce schéma organisationnel, en particulier en ce qui concerne la gestion des flux financiers, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire a véritablement été un pionnier parce que avant même de parler des premiers IPP, il faut quand même rappeler que déjà dès 1950-60, on avait une gestion privée du réseau d'eau potable et qu'ensuite en 89-90, il y a eu la concession donc à un opérateur privé donc de la gestion du réseau d'électricité également, comme l'a indiqué Marc, en l'occurrence la CIE. Donc très tôt, on a eu cette habitude de travailler avec des partenaires privés. Et ça a constitué véritablement un contexte favorable
ensuite à l'éclosion véritablement des IPP avec la Cyprel en 1994, puis à Zito un peu plus tard en 1996. Ce qui est important de souligner, peut-être à la différence de Cyprel qui est né en 1994, Azito a été également réalisé dans un contexte bien sûr favorable, tel que je viens de décrire, mais marqué également par une forte croissance de la demande d'électricité en Côte d'Ivoire, une forte volonté politique vraiment de nos autorités de voir de plus en plus des opérateurs privés prendre part au développement du secteur, et surtout une très bonne, une claire planification des besoins au niveau de l'État et une mise en œuvre transparente, notamment par des procédures d'appel d'offres. Et c'est de là qu'est né Azito. C'est de là qu'est né Azito, dans vraiment sur ses fondamentaux. Alors, une fois l'appel d'offres passé et tout ça, il fallait quand même, vu qu'Azito était véritablement le premier projet IPP sur un projet de finance référence, donc qui impose une certaine lisibilité dans les revenus de la société de projet, il y avait un manque en fait à combler dans cette organisation du secteur. Comment assurer un peu cette transparence, cette lisibilité sur les revenus du secteur. Et je pense de là est venue l'idée de modéliser, en quelque sorte, modéliser comment peut être l'évolution de ce secteur sur la base des paramètres tels que les tarifs qui sont appliqués, la rémunération des différents opérateurs, les charges du secteur, comment y faire face. Et l'idée vraiment est venue d'un de nos collègues, amis maintenant, qui travaille à la SFI. Donc je pense que après cette modélisation qui permettait d'avoir cette visibilité pour tout le monde, il fallait un peu contractualiser les choses afin que ce soit une vision partagée par la CIE, qui était l'opérateur central qui collectait les revenus, mais également une vision partagée par tous les autres opérateurs présents du secteur. Donc bien sûr, cela a fait l'objet de différents textes réglementaires pris par le gouvernement. Donc ainsi est né ce qu'on appelle aujourd'hui un manuel de gestion, un manuel de gestion des flux financiers du secteur, qui, pour ainsi dire, alloue toutes ces recettes collectées par la CIE à un certain nombre de catégories et de priorités de paiement. On a ainsi la première catégorie, la catégorie A, qui est la rémunération de la CIE, l'opérateur donc du réseau. Ensuite, la catégorie B, qui voit la rémunération des opérateurs gaziers et des autres IPP. Ensuite, la catégorie C, ainsi de suite. Et c'est vrai, comme Marc l'a indiqué, on a ainsi un système véritablement innovant, transparent, qui rassure tout nouveau investisseur qui vient dans ce système, qui sait exactement à quel niveau il sera payé, si les flux financiers sont suffisants pour faire face à ces charges, et ainsi de suite. Donc je pense que ça a été un élément, vraiment un tournant pour assurer un peu la viabilité financière de ce système électrique ivoirien. Okay, merci Luc. I think Philippe, you want to maybe to add something? No, yeah, sure. I wanted to react on what both Mark and Luc said. NG, we have our regional office in Abidjan, but we have been established in Abidjan rather recently, in 2016, so we don't have the history of neither Mark nor Luc in the country. But it's a regional office covering Western and Central Africa. And Ivory Coast is often seen as a reference in the region for its power sector. And as Mark and Luc mentioned, it's linked to three key characteristics of the power sector. First of all, it's a good example of a public-private partnership
in the production sector, in the distribution sector, under very strong, if I may, state regulation. Yeah. Ivory Coast has a long history of a power sector planning and a good track record of implementing that planning. And three, most importantly, and that's the reason why investors are attracted by Ivory Coast, it's a system which is almost completely cost reflective, where the cost of producing power are fully reflected in the tariff, and hence the off-taker, in the particular case CI Energy on behalf of the state, is a rather robust one. And those three characteristics make Ivory Coast quite a reference compared to other countries in the region, and that's one of the successful characteristics of the power sector in Ivory Coast. So maybe just to stay just for a few minutes again in the past and everything that's been done in the last 20 years, I'd like maybe to ask Alan to explain a bit. Standard Chartered Bank is obviously a very big player in the region, but also in Côte d'Ivoire. Mm-hmm. So do you want to say a bit about the activities of the bank, any roles, anything that you've brought to those IPPs, and your vision as well of the sector, given your experience? Sure, thank you. Yes, Standard Chartered present in 15 countries in Africa. We focus specifically in supporting our clients' investments into various countries, and especially into those countries where we have a presence. We've been in Ivory Coast for 17 years. When it comes to IPPs and project financing, we consistently lead the league tables in terms of commercial banks and in terms of amounts actually that we lend to projects. In addition to that, we play an active role in advising companies on raising finance for projects. In the IPP sector, I think what we see in Ivory Coast is an example of exactly what makes it work throughout the continent. If we look at a number of countries have struggled to reach the point where Ivory Coast has been for a number of years, and that's for the points that Philippe raised now, where I think it's very important that government is very clear as to what the role is of government and enables the private sector to perform. And I think that's something that's very clear in Ivory Coast. And certainly other countries, and we're seeing now Nigeria's IPP program is picking up. We led the Azura project, which is the first IPP in Nigeria. And all of those are on the back of clear policies that governments are developing. So I think when we look at the sector now in Ivory Coast, with that approach and that policy certainty, I think there's certainly opportunity to take that sector further and to develop I think whether that is through large-scale utility growth or through other innovations in off-grid power, it's interesting. I think it'll be an interesting area to see how that develops. Yeah. So maybe that actually leads us to maybe the second part. So we talked about the history. So now going forward, I think it will be interesting to hear from all of the players how you see things changing. Do you think there's going to be a revolution in Côte d'Ivoire? Do you think things are going to be, how do you see the market, the sector developing maybe in the next 20 years? Can I ask maybe Luc if you can start and we'll hear from all of the different players here around the table. Oui, merci Delphine. Il faut dire quand même qu'aujourd'hui, la situation actuelle est celle-ci. On a en Côte d'Ivoire, donc au travers de ces dernières années, quand même, on est arrivé à un mix énergétique où pratiquement plus de la moitié. Je pense aujourd'hui, en 2015, on était pratiquement à 63% des capacités installées étaient des centrales thermiques, majoritairement des IPP, en incluant également Agrico. Aujourd'hui est quand même un autre tournant parce qu'il y a une volonté
politique qui est de rééquilibrer ce mix énergétique. Rééquilibrer ce mix énergétique, en ce sens, il y a de très grands projets hydroélectriques qui sont mis en œuvre. Il y a eu le projet de Soubré qui est rentré en service en 2017, qui déjà rééquilibre un peu ces 63%. Et également, il y a un ambitieux programme de développement d'autres centrales hydroélectriques, en plus d'autres projets, notamment dans le domaine solaire. Alors, clairement, on s'oriente vers un mix qui sera certainement beaucoup plus équilibré avec l'introduction donc de toute cette nouvelle technologie d'énergie renouvelable, en particulier du solaire. Le gouvernement vient récemment d'approuver un premier projet solaire et dans très peu de temps, il y a un programme un peu plus ambitieux qui est en cours de développement, d'études en tout cas, et qui verra également très vraisemblablement de nouveaux opérateurs, pourquoi pas Engie, vraiment intervenir également dans ce paysage-là qu'on vient de décrire. Donc une évolution, cette tendance est claire. Je dirais les IPP classiques, traditionnels, thermiques, sont amenés à, je dirais, stagner. Donc c'est le nouveau challenge pour nous. C'est le nouveau challenge pour nous. Comment s'adapter à cet environnement peut-être un peu plus compétitif, parce qu'on arrive aujourd'hui à des coûts très intéressants à travers ce forum, on l'a vu sur le solaire au Sénégal et tout ça. Donc on s'interroge, c'est de vraies questions pour nous. Comment s'adapter à ce nouvel environnement? Peut-être. Voilà. Okay. Maybe I'll pass on to Philippe, who can talk about, or maybe Mark, you want to speak first? Okay, sure. Oui, je voudrais peut-être compléter pour essayer de mettre en perspective l'avenir de mon point de vue dans le secteur électrique. Je ne vais pas revenir bien évidemment sur le choix de la Côte d'Ivoire d'avoir un mix de production hydroélectrique, un mix avec plus d'énergie renouvelable, en développant son potentiel hydroélectrique, mais aussi des champs solaires, la biomasse également, qui est en train avec le premier appel d'offres cacao qui a été lancé. Je crois que moi je vois deux choses dans l'immédiat et dans les 10 prochaines années. D'abord, on parle de plus en plus d'efficience avant d'augmenter les capacités d'efficience énergétique, donc d'efficacité énergétique, y compris pour les producteurs indépendants d'électricité que nous sommes, avec Azito, Cyprel. Pour ne citer qu'un exemple, Azito est en train et Cyprel d'augmenter les rendements de leurs machines. Aujourd'hui, hier, on avait un parc qui avait un rendement thermique de 30%. Aujourd'hui, on avoisine les 60%. Donc, on va consommer moins de gaz. Donc, le gaz étant une composante dans le prix de production très importante, eh bien, on voit que les coûts moyens de production vont continuer à baisser au niveau thermique. Ça, c'est un point quand même extrêmement important. Le deuxième point important pour l'avenir, c'est qu'on voit ici fleurir, ici et là, l'autoproduction. Donc les consommateurs, que ce soit des industriels ou vous et moi en Côte d'Ivoire, eh bien, les gens commencent à s'équiper pour commencer à autoproduire de l'électricité. Mais avant de le faire, je parlais de l'efficience, énormément d'industriels s'intéressent à mieux consommer de l'énergie. Donc les consommations, au-delà de la croissance organique de la Côte d'Ivoire, devrait quand même diminuer, et donc la croissance devrait se tasser, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, la législation également a évolué en Côte d'Ivoire. Il y a des textes qui sont sortis, il y a un code de l'électricité, et ça, je crois que c'est important de le mentionner, avec des nouveautés, et notamment la possibilité donc de faire non seulement de l'autoproduction, mais de vendre le surplus d'énergie sur le réseau à partir de janvier 2021, ça sera possible. Donc toutes ces évolutions-là vont faire de chacun d'entre nous finalement des acteurs de l'énergie, tant dans l'efficience, l'efficacité énergétique, tant dans la production d'énergie à soi-même, et donc contribuer au mix de production d'énergie de la Côte d'Ivoire quelque part. Reste un gros volet, et je laisserai peut-être la parole bien sûr à mon ami Philippe, qui connaît très très bien ce sujet, pour lequel on n'est pas tout à fait d'accord, mais juste pour la Côte d'Ivoire, on est d'accord pour le reste de l'Afrique, sur on va dire tout ce qui est off-grid ou mini-grid. Nous ne partageons pas la même vision, mais juste sur la Côte d'Ivoire. Voilà,
Delphine. Peut-être je passe la parole à Philippe. Philippe. Yeah, thanks. So in terms of the future of the energy mix in Ivory Coast, what I said earlier, it's a good example of a public-private partnership under strong state regulation, with one objective for Ivory Coast, and that's a political ambition to which I won't comment, particularly since it's, to me, a rather good ambition, which is to serve everyone at the same cost or at the same price for the end user. So that has always been, through the history of Ivory Coast, the political ambition. And again, I think it's a particularly nice ambition for the country. The only thing that we think at ENGIE is that the least cost option to serve people should no longer be made at the least cost of producing power, but at the least cost of accessing power. Let me explain the difference. We've made one exercise for Senegal. We looked at one house 30 meters away from the grid. So if you have one house which is 30 meters away from the grid, to connect it to power, it will cost you between 1,800 and 2,000 euros to connect it to the grid. 1,800 to 2,000. If you connect it with a mini-grid, the cost of connection for a mini-grid today is between 500 and 800 euros, factor of 3. If you connect the same house with a solar home system is between 150 and 300 euros, a factor of 2. So there's a factor of 6 between connecting that house to the grid and connecting it through a solar home system. So we believe at ENGIE that planning in countries of Africa should be done at the least cost of accessing power and not at the least cost of producing power. Why? Because connecting everyone through the grid is nice, but it's extremely costly for the state. It's done through financing from DFIs, directly impacting the balance sheet of the country itself. And through solar home systems, through mini-grids, there are options that are economically a lot more efficient than the grid. There's a direct connection between distance to the grid and load to serve. The closer you are to the grid, the higher the load, the grid is the most efficient solution. The further away you are from the grid and the lower the density to serve, solar home systems are the solutions in terms of cost of accessing. And in between you have mini-grids, and of course, combination of mini-grid and solar home system in some areas, combination of mini-grids and the grid in other areas. But the wiring of planning needs to change to the least cost option of accessing. Togo, and I invite you to listen to the advisor of the president of Togo, has understood that completely, and they have run a planning exercise where solar home systems, mini-grid, and the grid are integrated under that notion of a least cost option to access energy. So as Mark mentioned, Ivory Coast selected or elected to develop power access through the grid. It's been done for a large share of the country. And so probably those off-grid solutions are less adapted, although that's a matter of debate. But certainly for countries which have less access to the grid, this needs to be looked at very quickly. Again, because countries cannot afford the cost of laying out the grid all over the country. Est-ce que je peux avoir la contradiction? Absolument.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la Côte d'Ivoire. Je rejoins, je dirais, toute cette stratégie et nous y travaillons d'ailleurs et nous avons une offre également à fournir sur ce segment et sur ce sujet. Là, je vais parler plus politique. Je crois il me semble que la Côte d'Ivoire, en tout cas nous, c'est notre conviction en Côte d'Ivoire, c'est de dire, est-ce que nous acceptons que dans les zones rurales, il n'est pas accès aux services essentiels de la vie, mais aussi l'accès au développement économique et social. Ce qu'on constate, c'est que quand on amène l'eau, enfin l'électricité d'abord, l'eau ensuite, l'Internet haut débit, les services essentiels d'assainissement, on voit fleurir donc le développement économique et social dans les zones, et ce qui contribue d'ailleurs de façon significative à la fixation des populations dans les zones rurales, plutôt que de les voir arriver dans les mégalopoles comme Abidjan, qui a bientôt 5 millions, demain 6 millions d'habitants, et qui pose d'énormes problèmes, d'énormes difficultés. Et donc, et à profiter finalement des richesses que la Côte d'Ivoire offre dans le domaine de l'agriculture, pour ne parler que de l'agriculture. Donc nous pensons que dans ces zones-là, momentanément, il faut effectivement que les gens aient au moins accès à la lumière, ça je crois que c'est important, donc il y a des kits solaires qu'il faut distribuer, etc. Mais nous pensons qu'il faut plutôt développer, et ça c'est du rôle de l'État, qui doit investir dans les infrastructures pour pouvoir développer ces activités économiques et sociales et fixer les populations dans ces zones-là et contribuer finalement au développement du PIB de la Côte d'Ivoire et du pays de façon générale. Plutôt que de, je répète, voir toutes ces populations arriver dans les mégalopoles ou les voir se déplacer en zone Méditerranée pour aller en Europe, essayer de trouver de jours meilleurs. Donc il s'agit là d'une philosophie, pas de politique finalement. Certes, ça coûte plus cher, mais ça coûte moins cher en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a investi depuis des décennies dans les réseaux électriques. Ils ont aujourd'hui plus de 50 000 km de réseau qui couvrent, avec un taux de couverture, Philippe, tu le disais, de plus de 80% sur la Côte d'Ivoire. Donc autant aller jusqu'au bout. Et pour ça, la Côte d'Ivoire s'est aperçue que dans les villages, les gens n'avaient pas la possibilité d'accéder à l'électricité, même quand il existait dans le village, parce qu'il y avait le coût, finalement, d'accès qui était exorbitant et qui n'était pas, en tout cas, en rapport avec leur capacité de payer. Du coup, la Côte d'Ivoire a mis, avec la CIE, un programme qu'on appelle Programme électricité pour tous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec 1,50 €, donc 1000 francs CFA, vous avez la possibilité donc d'avoir un branchement, un compteur prépayé, et une installation intérieure où on met des lampes basse consommation et des prises électriques dans chaque foyer. Tout ça pour 1,50 €, 1000 francs. Et ensuite, le consommateur paye finalement son branchement sur 5-10 ans pour justement que l'État ne subventionne pas, mais responsabilise le consommateur. Depuis que l'État a mis ce dispositif en place, on a entre 200 000 et 300 000 connexions de foyers en plus chaque année. On a plus un problème de capacité pour réaliser l'ensemble de ces opérations. C'est comme ça qu'on est passé très rapidement à 2 millions de connexions en Côte d'Ivoire. Et on pense dans les 3, 4 prochaines années, 5 prochaines années, qu'on va avoir 1 million de plus de consommateurs. Et qu'est-ce qu'on constate dans ces villages? Les gens s'équipent. On constate que donc, il y a du business qui se développe. Ils ont un frigo, ils font de la glace, ils vendent de la glace, ils peuvent, je dirais, mettre au frigo des denrées pour les présenter le lendemain au marché, etc. Donc la vie s'améliore. Les cadres qui vivent dans les mégalopoles ou bien à l'extérieur de la diaspora investissent finalement dans le village. Ils mettent leur maison, ils commencent à cultiver, etc. Donc les jeunes retrouvent du travail. Donc on voit que amener l'énergie 24 heures sur 24, plus l'Internet, pour l'accès à travers le e-learning à la formation professionnelle, eh bien, on voit que l'économie se développe. C'est ce qu'on constate, les études le montrent. Et donc, est-ce que l'État doit prendre cette responsabilité régalienne qui doit dire « Moi, j'ai choisi de mettre une infrastructure pour développer, je dirais, toutes ces activités économiques et sociales, mais aussi
pour améliorer la santé, l'éducation, etc., qui coûtent aussi très cher à l'État quelque part. Donc il y a cette équation-là qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure c'est rentable. Si ça ne l'est pas, en tout cas, c'est de mon point de vue, une nécessité pour développer le pays finalement et que les populations vivent mieux et n'aillent plus dans les mégalopoles ou bien en Europe, ici et là, s'égarer. And ultimately, isn't there an issue about timing? Because all these connections, they take time. So Philippe, you were talking about individual kits and stuff. Is that something that maybe in terms of timing to allow all these connections to be made, which we know is not something you can do from a day to another? Is that a solution that you've been envisaging in terms of, again, participating in the electrification of these remote areas, but possibly with a view of integrating it into the grid later on when the grid can sustain it? So again, at ENGIE, as some of you may know, we have, we recently acquired a company called Phoenix, which is selling solar home systems, and which is, as we speak, opening an office in Ivory Coast, and we have started to sell the solar home systems with one ambition, which is quite the same than that of Ivory Coast, serving the base of the pyramid. So the entry, to compare to the cost that Mark gave earlier, the entry kit of Phoenix is at a cost of 115 francs CFA per day. 115 francs CFA per day, it's 15 euro cents per day. 15 euro cents. It's about what you pay in village of Ivory Coast to charge your phone. We consider that as affordable. Second specificity to Phoenix solar home system kits, they are compatible with the grid. They have the possibility to be plugged into the grid once the grid is there. So indeed, and it's a matter of debate, but we consider that this is a solution to power houses in rural areas of Ivory Coast and other countries, that they may be temporary solutions waiting for the grid, but we are also convinced that as you develop solar home systems, their capacity will increase, the capacity of the battery will also increase, the efficiency of the appliances that we sell with the solar home system will also increase, and hence in 3 or 4 years' time, the solar home system will be quite different from what it is today. And it may very well be that it will be able to power the entire house and more. So it may be temporary for the grid, but it's also maybe a step to a larger solution to power a house. One last point of comparing what's going on in Africa and what's going on in Europe, a debate we had with Mark. What we've seen as ENGIE, a large utility company in Europe, we've seen over the last, I would say, 7 to 8 years, we're a company operating large power plant, feeding a network, feeding customers. More and more in Europe, the system is going backwards. It is our customers, they're becoming their own power producer. Through rooftop solar, through the reuse of their waste to produce biogas, through a small windmill in their backyard, through the battery of their cars, they're becoming power producers themselves. Hence, we need to help them. We need to understand how they're doing that, to help them when they require power, to absorb the extra power that they're producing. Hence, the world of smart meters, the world of smart grid, and the world of the big data. That's centralized generation going to decentralized generation. And that is not going backwards in Europe. We'll go more and more towards decentralization of power. Well,
the African translation of that decentralization looks very much like solar home systems. Now, the needs are such that both the grid, the mini grids, and the solar home systems are needed in Africa, but it's really, the future is really a combination, and the good combination in terms of cost of access. Sorry to be monomaniac on that. A good combination of the three, which is the solution to power Africa going forward. And in terms of financing solutions, I mean, we all know how to finance an IPP. It's been done, it's structured, you know, we don't need to reinvent the wheel. What can we do in terms of these off-grid projects? And maybe I'll turn to Alan, if you have any thoughts on financing all these kits. Certainly, I think the biggest problem in financing IPPs or generally power and the traditional forms of large-scale utilities in Africa at the moment is affordability of countries. And a part of the affordability problem is the fact that because the projects are so big, the local bank markets can't finance these projects, so you're relying on hard currency funding. You're getting euro funding, dollar funding, but the utility is still raising its revenue in local currency. So you've got a currency mismatch, which places a huge burden on the utilities. So I think there's an opportunity here, and it's in terms of the fact that off-grid solutions, mini-grids, can be rolled out on an incremental basis, as opposed to building one massive project in over a 2 or 3 year period. So you're financing. What you can do then is bring in local banks with shorter-term loans to finance developments on a 1 or 2 year rolling basis. I think obviously you need some scale to develop. You need to understand exactly what the risk profile is of the end users, but that's really where the opportunity comes to. So us as an international bank, we look primarily at the big dollar funding projects, but also because we're on the ground in places like Côte d'Ivoire, where we have a local presence, we know we can provide shorter term funding, bring in other banks in the country to roll out funding solutions for a company like ENGIE. It's still early days, so I think it's a question of sitting with companies that are providing these solutions and working out financing plans over a period. And we can still I think there's still an opportunity there for the DFIs who provide credit enhancement at the moment to government for offtakes. They can step into these sort of scenarios and provide, maybe in the early stages, provide that credit enhancement to the banks to support this kind of rollout. So it's So an these would exciting be area. financing programs, you know, for example, ENGIE in the context of their developments? Yeah, I think your borrower would then be, say, the private entity that's rolling out the network, and rather than looking at the utility as an off-taker, you're now having to look at the end user so you have the risk profile increases, but because it's smaller scale and the amount of funding or the amount at risk is a lot lower, and you'll be able to, it'll develop over time depending on the various customers, the customer base, say whether it's a mini grid which is providing electricity to an industrial area versus households in a suburban area. There'll be different categories. And I'm talking off the top of my head now. Maybe just one thing we didn't mention, smart grids. I think, Luc, how do you see the demand going forward? Do you think smart grids are going to be something we see in Africa and maybe most importantly in Côte d'Ivoire? Do you see a demand for it? And because we hear a lot about smart grids in other continents, a bit less, I think, in Africa. So I don't know if you can share some of your thoughts on that. Je peux répondre, ouais. Moi, je peux répondre Oui. sur la... En fait, oui, le Smart Grid est déjà en Côte d'Ivoire. Très clairement, au sein de la compagnie Ivoirienne d'électricité, on est en train de digitaliser l'ensemble des processus, qui soient le processus de facturation, de recouvrement. Aujourd'hui, ça se fait avec, je dirais, le smartphone. Mais au-delà de ça,
On arrive aujourd'hui à mesurer les rendements de réseau par quartier, ce qui nous permet d'intervenir. On arrive à mesurer la qualité de service également par zone, par quartier, parce qu'on est équipé avec notamment des systèmes, des compteurs intelligents, qui nous permettent, au-delà de mesurer la consommation, ça nous permet de mesurer également la qualité du produit, le nombre de coupures, mais aussi la durée des coupures. Ça nous permet également de mesurer les charges sur les ouvrages, ce qui nous permet donc de faire de la maintenance préventive et de la programmation, je dirais, et d'anticipation sur la programmation des investissements en infrastructure. Donc l'ensemble de ces systèmes qui englobent donc le smart grid va générer des économies d'échelle importantes, notamment dans les déplacements. On ne va plus se déplacer pour faire des mesures. Maintenant, on le fait à distance. Et donc, tout ça, ça va générer des économies d'échelle qui vont finalement, dans le secteur électrique, être bénéfiques pour réduire les coûts encore, réduire les coûts et les charges du secteur. La CIE s'est vue encore sa rémunération diminuer de façon significative là, récemment. Elle a baissé de plus de 12%. Parce que justement l'État va aussi dans les nouvelles infrastructures qu'elle met en place mettre en même temps ces dispositifs qui vont nous permettre de tout gérer à distance et donc d'anticiper les renouvellements, les maintenances. Également dans la production d'énergie électrique, Cyprel d'ailleurs a passé un accord avec General Electric qui oriente finalement le développement de la programmation prédictive, la maintenance prédictive, c'est une très grande innovation en tout cas pour nous, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, puisque je crois que c'est le seul site avec Azito où on fait de la maintenance prédictive. Donc il s'agit d'aller chercher les données de l'exploitation avec le smart grid sur le réseau de la centrale, et traiter ces informations, les analyser et prévoir la panne très longtemps à l'avance pour intervenir et donc avoir des taux de disponibilité de plus en plus importants et d'efficience de plus importante également. Donc s'il y a moins de maintenance curative, eh bien là aussi on pourra être plus efficient et continuer à diminuer les coûts d'exploitation. Donc voilà, les smart grids vont vraiment être l'avenir demain sur le grid et chez le consommateur, puisqu'on parle de domotique aussi maintenant. Il y a des offres qui sont de plus en plus sur la table pour gérer l'énergie, mais pas seulement, gérer la vie quotidienne chez soi, à la maison, avec la possibilité d'observer à distance ce qui se passe autour de la maison ou dans la maison d'ailleurs, etc., etc., etc. Donc ça c'est en train d'arriver sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, en tout cas, en sont très friands. L'État également, le secteur électrique, mais aussi dans le secteur de l'eau, où on voit des systèmes se mettre en place partout avec ces nouvelles technologies finalement. Tu peux me compléter, Philippe? No, something you could have mentioned, Mark, which is that leads to new business model, of which the fact that through those smart meters, in Ivory Coast, the diaspora has the possibility to pay for the power bill of their siblings in Ivory Coast at a distance. That is implemented by CIE, which is quite innovative for Africa and specifically for Ivory Coast. So those new business models are coming to Africa, and contrary to what usually people think, solutions that are good for developed markets also good for markets that are developing, and that they're often leapfrogging in some aspects the developing market. And I think that possibility for the diaspora in France or elsewhere to pay for the electricity bill of their siblings in Ivory Coast is a good example of
that leapfrogging towards new business models. Aujourd'hui, la CIE a déployé sur les 2 millions de clients, a déployé déjà 800 000 compteurs intelligents. Hein. Et effectivement, pour les villages, en tout cas, c'est des compteurs intelligents post-paid ou pré-paid. En général, dans les villages, c'est du pré-paid. Et c'est un grand confort pour les parents qui sont au village, on va dire, qui ils n'ont plus à toucher au compteur ou aller chercher, payer le transport pour aller acheter de l'énergie ici et là. Vous pouvez le faire à partir d'ici en mettant la référence de votre compteur, le charger en kilowattheure dans le monde entier. Et ça, c'est des avancées technologiques que la Côte d'Ivoire est en train effectivement de capitaliser. Et encore une fois, ça va non seulement donner un grand confort aux consommateurs, ça va baisser les charges d'exploitation et donc baisser les coûts qui permettront probablement, pourquoi pas, de contenir au moins les tarifs et non pas les augmenter. Hein. I don't know if there's any final word you want to say. Otherwise, I was going to propose that maybe we leave the floor to the room, given that you have such an experience, and I'm sure people will have questions for you. Anything you want to add before we leave it to the? Okay. So, any questions for any of our very knowledgeable actors in the room? No. Good morning, Cyril Perrin from Neoen. Thank you very much for the presentation. Could you please give us an overview about what is about to come? You mentioned that as of today you have about 600 megawatts of generation connected to the grid. Could you please give us an overview about what is about to come in terms of solar, biomass, how many megawatts, and through what kind of mechanisms of tenders, auctions, or direct negotiations? Thank you very much. Biomasse. Oui. En fait, sur la biomasse, peut-être que tu pourras parler du solaire, je ne sais pas. Sur la biomasse, il y a eu donc un appel d'offres qui a été organisé par l'État et aujourd'hui, il se fait que Irano va gagner cet appel d'offres avec des partenaires, d'autres partenaires, Albioma, cabinet Merlin. Dans cet appel d'offres, le prix de l'électricité était capé. Voilà, parce que l'État de Côte d'Ivoire avait choisi de ne pas faire de biomasse si c'était au-delà de ce prix capé. Finalement, on est rentré dans ce prix capé, mais pour développer durablement la biomasse et pour que la biomasse soit compétitive, on va dire, par rapport aux énergies actuelles, notamment en Côte d'Ivoire par rapport à l'énergie thermique ou hydroélectrique, qui est déjà très performant, eh bien, il est envisagé de mettre en place des mécanismes qui permettent finalement de responsabiliser, et là pour le coup, les consommateurs de chocolat, puisque aujourd'hui on réfléchit à un mécanisme de certificat. Les paysans qui vont vendre leur cortex, donc le déchet, à la centrale biomasse, auront un certificat, auront également d'ailleurs le déchet qui est finalement un engrais, pourront récupérer cet engrais, se verront augmenter leurs revenus et attribuer un certificat, et les négociants seront incités donc à aller chercher le cacao plutôt chez ses fournisseurs, chez paysans, pour acheter ces certificats et les présenter sur le marché pour être finalement ne pas être taxés, parce que les autres seraient taxés n'ayant pas de certificat. Et donc ainsi le consommateur européen, américain ou asiatique contribuerait au développement de la biomasse en créant ce fonds finalement en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, et donc les quantités de cortex sont très importantes. Créer un fonds pour donc faire participer le consommateur de chocolat au développement de ce type d'énergie renouvelable, et pas uniquement le consommateur d'électricité qui paye sa facture d'électricité. Donc c'est un enjeu extrêmement important
j'en parlais d'ailleurs à la SFI il y a 2 jours, pour mettre en place un tel système, il faut sortir de travailler en silo. Le secteur électrique, à partir du moment où c'est une centrale électrique, c'est le consommateur électrique qui va payer finalement les taxes. Donc pour favoriser le développement de ça, il faut travailler plutôt avec le secteur de l'électricité, le secteur de l'agriculture et d'autres secteurs, le secteur de l'industrie également, parce que quand on fait de la biomasse, on développe beaucoup d'énergie vapeur, donc de la chaleur, et on peut valoriser cette chaleur aussi, pour réduire finalement le coût issu de centrales biomasse, pour faire du froid. Avec la chaleur, on fait du froid, donc on peut imaginer des chambres de froid, on peut imaginer donc dans la logistique de froid, mais aussi on peut imaginer d'utiliser la chaleur dans le traitement du bois, mais aussi dans les brasseurs peuvent être intéressés, et donc développer un écosystème autour de la centrale biomasse permettrait de réduire considérablement les coûts électriques finalement, et répartirait un peu mieux la charge avec les consommateurs à l'international. Donc, j'essaie de vous faire court, mais l'ensemble de cet écosystème permettrait de booster véritablement le développement des énergies issues de la biomasse. Voilà. Donc, ça va être un peu long à mettre en place, mais le jour où ça sera mis en place, cette énergie-là, finalement, sera encore plus compétitive que le solaire demain ou que le thermique gaz ou l'hydroélectricité, parce qu'on aura su valoriser finalement et le rendement et responsabiliser les consommateurs, notamment de chocolat ici, ou demain de coton dans le monde. Peut-être in French, if you allow me. Peut-être un complément sur la question des perspectives en termes de développement du parc de production. La Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui 2100, 2200 mégawatts installés, avec un objectif d'un peu moins de 4000, 3600, 3700 en 2020. C'est un parc qui est 80% gaz, 20% hydro, aujourd'hui, avec un objectif, je lis mes notes, 60% gaz, 23% hydro, 11% biomasse et 10% solaire. Il y a un peu de charbon dans mes notes. Ça veut dire en gros 300 mégawatts de solaire et à peu près 400 mégawatts de biomasse. En ce qui concerne les projets solaires, vient d'être validé un projet d'une trentaine, 25 ou 30 mégawatts à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un appel d'offres qui est en cours d'attribution de 25 mégawatts à Ferkey-Sédougou. Il y a un projet d'Aukro de quelques dizaines de mégawatts. Oui. Il se dit, je regarde mes collègues de l'AFC, il se dit que Scaling Solar devrait venir en Côte d'Ivoire après être passé par la Zambie et le Sénégal pour une soixantaine de mégawatts. Ça semble bien avancé. Ça pourrait donc être le prochain pays dans lequel Scaling Solar verrait le jour. Et sur la biomasse, il y a, je crois, une véritable ambition effectivement politique de développer cette technologie parce qu'elle a des retombées significatives sur l'amont, c'est-à-dire sur les filières agricoles, et c'est une ambition politique que de les développer. Et effectivement, le parc hydroélectrique devrait aussi voir son développement s'accélérer. Voilà à peu près... Sur l'hydroélectrique, on peut rajouter que actuellement sur le fleuve Sassandra, vous avez le Buyo, Soubré, mais il y a 3 autres aménagements hydroélectriques de 300-350 MW qui vont voir le jour aussi. Vous avez le fleuve Cavalier également qui va être aménagé. Le fleuve Cavalier, c'est le fleuve qui sépare le Libéria de la Côte d'Ivoire, où il y a un potentiel de 300 MW et 1500 GWh de productibles. Mais vous avez également la pico et micro hydroélectricité qui représente un potentiel non négligeable non plus sur l'ensemble du territoire, puisque la Côte d'Ivoire est quand même bien arrosée, on va dire, avec ses différents fleuves et affluents. Voilà ce qu'on peut dire de façon exhaustive. Merci. Any other question?
Très bien. Okay, well, thank you very much, everyone. Thank you to our panelists. Thank you. Thank you.